Bonjour et bienvenue à cette édition du 6 mars 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, c'est un peu un spécial relâche. Donc, il va y avoir Thomas Villeneuve, un étudiant qui va à la rencontre de Pascal Bérubé afin d'en connaître plus sur son métier. Il y a aussi Maïka Guénard qui rencontre Charles-Antoine Gontier, qui était anciennement animateur à Rouge FM. Donc, elle s'intéresse beaucoup au domaine de la radio. Et il y a aussi l'agenda culturel à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, Centrap, qui est une entreprise de Montjoly qui acquiert Alliance à Amqui. Il y a eu une conférence de presse. Nous étions sur place et nous avons fait des entrevues avec des gens qui étaient présents. Centrap, une entreprise de Montjoly, acquiert l'imprimerie Alliance d'Amqui. Il y a eu une conférence de presse présentée cette semaine et nous étions sur place. On vous présente cela. C'est aujourd'hui avec une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour souligner un moment marquant dans l'histoire de deux organisations profondément ancrées dans le milieu, Centrap et Alliance. Avant de parler d'avenir, permettez-nous de revenir brièvement sur le parcours de chacune de ces entreprises. Centrap, c'est d'abord une histoire de cœur. Tout commence en 1971, lorsque plusieurs organismes de la région de la Métis s'unissent avec la volonté ferme de favoriser l'intégration au travail de personnes vivant avec des limitations, par le biais d'activités structurées comme l'artisanat, l'entretien sanitaire, l'horticulture et la menuiserie. En 1979, Centrap devient un centre de travail adapté, accrédité, consolidant sa mission sociale. Offrir des emplois rémunérés, valorisants et durables. Au fil des décennies, l'organisation diversifie ses activités, notamment avec sa division d'entretien sanitaire et son usine de transformation du bois. C'est en 1990 que Centrap fait une percée majeure sur le territoire nord-côtier avec sa division d'entretien sanitaire. Aujourd'hui, Centrap emploie au moins 80 personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, sur un nombre total d'environ 130. Fidèle à ses valeurs de justice sociale et d'équité en emploi, l'entreprise conjugue performance économique et engagement humain. Alliance, que la plupart d'entre vous connaissez sous le nom d'Impression Alliance 9000, est aussi un organisme à but non lucratif qui, depuis plus de 45 ans, favorise l'intégration socio-professionnelle en offrant des emplois de qualité et des emplois adaptés aux personnes de la région présentant des limitations fonctionnelles. Fondée en 1981, l'entreprise, connue d'abord sous le nom des industries modulaires, œuvrait dans le secteur du réusinage des alternateurs et des démarreurs d'automobiles. En 1994, Reliure Amqui, Impression Alliance 9000, devenue Reliure Amqui, développe son expertise en reliure et obtient un contrat important, le contrat de la fabrication des calendriers de bureau Desjardins. En 1996, Reliure Amqui devient Impression Alliance 9000 et fait l'acquisition de 2 imprimeries matapédiennes. En 2004, l'entreprise devient la plus grande imprimerie de l'Est du Québec avec ses 140 employés, fait l'acquisition d'équipements modernes et son usine ultra-moderne aussi de 50 000 pieds carrés. En 2013 et 2018, à la suite de changements à la direction générale, une sévère crise forestière et un déclin généralisé de l'industrie de l'imprimerie, l'entreprise traverse une période plus difficile. En 2019, une nouvelle équipe de direction reprend les rênes et redresse progressivement la rentabilité des opérations. En 2021, Impression Alliance 9000 fusionne avec le groupe TAC, une entreprise adaptée de la région de Québec. Puis, arrive novembre 2025, ce moment historique où la division Alliance rejoint la grande famille de Centrap. Ainsi, aujourd'hui, ce sont 2 histoires, 2 expertises et 2 équipes qui unissent leurs forces autour de valeurs partagées et d'une vision commune. Moi, je vais vous parler avec mon cœur. Non pas que les autres ne l'ont pas fait, mais moi, j'ai une raison de plus de vous parler avec mon cœur parce que en 1981, quand a été créées les industries modulaires, j'étais du conseil d'administration des membres fondateurs des industries modulaires. Et parce que j'étais aussi au niveau de l'Association des personnes handicapées, que ça s'appelait à ce moment-là. Fait que ça a été créé. Et j'étais là, j'étais dans les 2 associations. En 2006, quand on a fêté les 25 ans de Alliance 9000, j'ai même eu une belle plaque comme membre honoraire à vie d'Alliance 9000.
Fait que vous voyez, ça fait aujourd'hui 2026, donc ça fait 45 ans que cette industrie-là a vu le jour ici à Amukui pour la Matapédia. Et je peux vous dire que quand on fait faire des produits, quand on fait imprimer quelque chose, quand on va faire des travaux ici, c'est des produits de qualité qu'on nous sert. La ville d'Amukui vient tout juste de faire encore son petit dépliant pour la semaine de relâche. On a tellement des beaux compliments sur la tenue, mais c'est sur le dépliant qu'on leur remet aussi. On est très fiers. Je me souviens aussi dans un journal, à un moment donné, on avait parlé de M. Bertrand Ratti. Bertrand Ratti a été un employé ici des débuts. Il a été de longue date. Fait qu'il était très, très fier. C'est une personne qui avait une mobilité réduite. Fait que c'est ça. Les industries, j'allais dire les industries modulaires, Alliance 9000. Je reviens, je revis plein de belles aventures dans le passé. Mais merci Centrap, merci cette alliance-là, parce qu'on va continuer à avoir ici à Amukui des produits de qualité. On va continuer à offrir ça à la population, au commerce aussi, aux villes. Fait que, mon joli, venez faire vous imprimer vos choses à Amukui. Vous allez voir que c'est beau. Fait que merci à vous et longue vie aussi. Bonjour à vous tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Votre présence signifie beaucoup pour nous parce qu'ensemble, nous vivons un moment important, une nouvelle page d'histoire pour Alliance. Une page tournée vers l'avenir, vers le progrès et surtout vers un changement positif pour nos clients et pour notre région. Ce n'est pas un simple changement administratif, c'est une évolution qui nous permettra de revenir à l'essentiel, notre service régional. C'est ce qui nous a toujours définis et c'est ce que nous voulons remettre clairement à l'avant-plan. Être plus présent sur le terrain, être plus accessible, plus proche de vos besoins réels. Cette transition représente aussi une occasion de poursuivre le développement de nos services dans le secteur commercial. Un secteur en pleine croissance où les entreprises d'ici ont besoin d'un service rapide, fiable et ancré dans leur réalité. Et nous voulons répondre à cette demande avec encore plus de force et de proximité. Je tiens à vous rassurer, l'équipe d'Alliance reste la même. Les mêmes visages que vous connaissez, la même écoute, la même approche humaine, les mêmes valeurs. Rien de ce qui fait la force d'Alliance ne disparaît. Au contraire, ce changement vient renforcer ce que nous faisons déjà de bien. Je veux aussi parler de notre collaboration avec Groupe TAC. Au fil du temps, leurs projets ont pris une direction différente de la nôtre. Une vision dans laquelle nous ne retrouvions plus totalement. Et la distance géographique entre nos organisations a aussi rendu plus difficile la création d'un lien, d'une équipe solide au quotidien. Nous les remercions sincèrement pour les années passées ensemble. Aujourd'hui, chacun poursuit sa route dans le respect vers des objectifs plus alignés avec ses réalités. Avec Centrap, nous allons de l'avant. Nous entrons dans une collaboration qui correspond pleinement à notre vision. Une présence régionale plus forte, un territoire élargi, un soutien mieux adapté aux entreprises d'ici et un avenir construit sur la proximité, la croissance et la confiance. Ce changement, c'est une occasion de grandir, une occasion de faire mieux, une occasion d'être encore plus présent pour vous. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et merci de continuer à croire en Alliance. L'avenir qui s'en vient est prometteur et nous sommes impatients de le bâtir avec vous. Merci beaucoup. Alliance, c'est une entreprise que je connais depuis, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Comme Gabriel vient de le dire, je viens d'Amukui. Fait que j'ai appris à connaître Alliance, particulièrement en 99, là, quand je suis revenue après mes études. Puis j'ai découvert une belle entreprise, j'ai découvert un beau modèle d'entreprise d'économie sociale qui, comme Stéphane l'a dit tantôt, qui est partout au Québec. Quand je suis allée, il y a 20 ans, je suis déménagée dans la Métis. Je suis déménagée pour partir en affaires. Donc,
L'entrepreneuriat, le développement, c'est vraiment au cœur de qui je suis, de comment je travaille, puis de ce que je veux. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime les défis, puis que j'aime justement le développement économique. Connaissant bien les deux MRC, puis ayant habité dans les deux MRC, c'était pour moi l'opportunité de développer Alliance à l'intérieur de Centrap. C'était pratiquement un cadeau, le plus beau cadeau que je pouvais avoir là, pour faire connaître un peu ces entreprises-là qui ne sont pas assez connues, pour faire connaître toutes les valeurs puis la mission de ces belles entreprises-là. Et à Montjoly, on a une usine de transformation du bois. Ici, on a une usine où on fait des travaux plus manuels, mais dans un endroit calme, lumineux. C'est deux réalités, deux mondes avec deux types de médiums de travail très différents. Pour moi, ça ouvre la porte à plein d'opportunités de développement. Ça ouvre la porte à presque tout est possible. On sait que nos MRC ont besoin de développement économique, ont besoin qu'on s'y intéresse, puis qu'on crée des beaux emplois, des emplois valorisants de qualité, des gens qui gagnent des salaires qui peuvent contribuer et vivre de leur revenu de travail. Donc, la beauté pour moi d'être ici, c'est que maintenant, on a toutes les possibilités de développement des deux entreprises. Quand il y a un projet qui se présente, qui fitterait mieux pour Amkoui, bien, on le regarde avec ce qu'il y a ici, avec les équipes qu'on a ici. Quand ça fit mieux pour Montjoly, on le regarde avec la vision de ce qu'on a à Montjoly. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je vois le développement de Centrap avec l'aide du conseil d'administration qui m'appuie aussi quand on arrive avec des beaux projets qui ont de la difficulté à dire non. Quand c'est trop un beau projet, le conseil d'administration embarque avec nous. C'est ce qui s'est passé avec Alliance. Je ne vous dis pas que ça ne m'avait pas fait un petit pincement au cœur quand le groupe TAC était venu s'intégrer avec Alliance parce que c'était une entreprise qui n'était pas de la région. Puis comme mon côté très régionaliste, il est fort, bien, je suis contente de pouvoir aujourd'hui dire qu'on va en faire une belle grande entreprise régionale, puis on va rayonner au Bas-Saint-Laurent comme il se doit. Je voudrais vraiment remercier les équipes. Sans l'équipe à Montjoly qui m'a appuyée dans ce projet-là, qui m'a aidée, parce qu'on a eu beaucoup de travail à faire avant d'arriver à un résultat. L'équipe d'Amkoui qui nous a accueillis avec une belle grande ouverture. On a beaucoup de possibilités à travailler avec eux. On est complémentaires. On a des forces des deux côtés. Puis il faut vraiment le voir comme ça. Je vous remercie énormément d'être là. Je pense qu'avec de voir tous ces gens-là, bien, c'est très, très positif pour l'avenir des deux entreprises. Fait que maintenant, on est une grande famille, on est une alliance entre deux belles grandes entreprises, puis on va rayonner de cette façon-là. Fait que, merci. Qu'est-ce qui a motivé Centrap à acquérir l'entreprise adaptée là, qui est TAC Alliance? En fait, nous, ça fait quelques années qu'on cherche des moyens de développer un petit peu nos activités. On cherche des nouveaux médiums de travail. Puis, on a tenté quelques petites approches, quelques petits projets. Puis quand c'est Groupe TAC qui est venu nous voir là, la journée où eux, il y avait d'autres projets, puis ils voulaient quelqu'un pour reprendre les rênes chez Alliance. Puis ils nous ont approchés parce qu'ils voyaient que la proximité de nos deux entreprises, ça pouvait être un ajout, un atout. Fait que c'est pour ça qu'on est venu ici, entre autres. Est-ce que les opérations d'Amkoui, il va y avoir des changements ou ça va se poursuivre exactement comme c'était? Ça va se poursuivre exactement comme c'était. S'il y a des changements, ça va être du plus. C'est qu'on va essayer de développer encore plus les activités à Amkoui aussi. Fait que si on trouve des nouvelles activités ou des nouveaux projets qui cadrent bien avec Amkoui, c'est ici que ça va se faire. Fait que l'objectif, c'est vraiment de développer les deux entités dans la complémentarité puis en essayant de faire du mieux qu'on peut. Parce que je sais que Centrap offre des services comme pour la sous-traitance industrielle. Excusez-moi, il a fallu que je check sur l'image. Donc ça, il offre des services comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer à Amkoui aussi? Oui, puis on a dans la région de Montjoly, Bécomo et Rimouski, on offre aussi des services d'entretien ménager. C'est possible qu'éventuellement on fasse quelque chose ici aussi avec ça. On a développé une belle expertise là-dedans, fait que ça se peut. Mais il y a aussi plein d'autres projets en économie circulaire qui se présentent présentement, là, puis qui pourraient être
être intéressant pour Amkoui. Fait qu'on a un petit projet pilote. On peut pas en parler vraiment, mais on a un petit projet pilote là, en économie circulaire avec la division Alliance. On s'en reparlera rendu à ce projet-là. Ouais, ouais. Est-ce que Centrap prévoit aussi des investissements dans les équipements ou dans le développement de nouveaux services? Comme on vient de parler un peu des services, mais les équipements aussi. Ouais, oui, au besoin, si on a besoin de quelque chose, eux autres, ils sont très allumés sur leurs besoins puis les activités qu'ils ont déjà. Fait que si on peut, on a besoin de nouveaux équipements, on veut investir, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup, Mme Onetti. Merci à vous. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour. Est-ce que cette transaction-là va changer quelque chose pour les employés d'Amkoui? Non, ça ne les touche pas personnellement. Eux, c'est au niveau administratif, là, parce qu'eux ne perdent rien. Au contraire, on va travailler fort pour aller chercher d'autres sortes de contrats avec les forces qu'on a avec les deux entreprises. Fait que pour eux, c'est que du positif. Oui. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle quand ça s'est parlé au début là, que Centrap voulait se joindre? Honnêtement, j'étais très contente parce que c'est une entreprise de la région. Ça nous fait qu'on devient une très grosse entreprise au niveau régional, au-dessus de 300 personnes. Fait que j'étais vraiment contente de cette décision-là. Malgré qu'avec Québec, on était bien, mais je pense que nos valeurs se rapprochent plus avec Centrap, qui est régionale et non une entreprise de ville. Fait qu'on a plus les mêmes façons de penser, de voir les choses. Fait que c'est tout que du positif. Et les employés aussi, est-ce que vous avez eu vent un peu de leur réaction? Au début, c'est sûr, hein, les nouvelles, ça dérange un peu, mais ils ont vite compris que c'était positif pour eux, puis ils sont très contents. Ils portent fièrement leur chandail de Centrap. Ils sont contents. Là, j'imagine qu'avec cette nouvelle acquisition-là aussi, les idées se brassent beaucoup. Est-ce que vous avez des idées de développement pour des nouveaux marchés, des choses comme ça? Oui, on a plusieurs idées. On a des choses qui s'en viennent. On ne peut pas parler encore pour le moment, mais on veut donner plus de services au niveau régional. Fait qu'on pousse vers ça. Fait que oui, on a des petites choses au four qui attendent de sortir. Fait que quand on sera prêt, bien, on va vous annoncer tout ça. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonjour, Pascal. Bonjour. Cette transaction-là est quand même importante, je pense, pour la Matapédia. Est-ce que tu as vu ça d'un bon œil? Est-ce que tu as été, disons, au courant un peu de la transaction avant que ça arrive? Non, et c'est une annonce fantastique qui permet d'unir deux organisations, donc ce qu'on appelle historiquement Alliance dans la Matapédia et Centrap, qui a une grande tradition dans la métisse. Ils s'unissent pour une alliance qui est stratégique, qui consolide près de 300 emplois sur les deux territoires. Une alliance entre la Matapédia et la Métisse, ça me fait plaisir. Je suis le député des deux territoires. Et quand j'ai été convoqué en début de semaine, j'avais hâte de venir voir qu'est-ce qui est proposé. Puis essentiellement, c'est de s'assurer de préserver les emplois, que ces entreprises assurent un rayonnement économique pour encore des décennies. Et ça me touche beaucoup, comme député, comme citoyen, qu'on puisse avoir de véritables entreprises, parce que c'est les entreprises qui font travailler des hommes et des femmes qui ont des limitations, mais énormément de potentiel. Dans, je dirais, un milieu qui est inclusif, qui est valorisant, qui est gratifiant, où les gens gagnent leur vie, puis contribuent à offrir des services de qualité sur le territoire, que j'utilise d'ailleurs. Les entreprises adaptées comme ça jouent un rôle important dans l'intégration au travail. Est-ce que le gouvernement en font assez pour soutenir ce modèle-là? Bien, disons qu'on a évolué beaucoup comme société. Autrefois, les personnes avec des limitations, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, étaient isolées, puis c'était presque honteux, là, disons-le comme ça. Ça a beaucoup évolué. Il y a des entreprises adaptées qui ont permis à ces personnes de se réaliser pleinement. Et ça, c'est un gain pour notre société exceptionnel. Il y a énormément de potentiel, on peut en faire encore plus. Puis c'est à la fois, je dirais, de l'intégration de personnes avec des limitations, du développement économique, puis aussi du développement local. Et tout ça est réuni ensemble. Il n'y a pas beaucoup de dossiers qui, pour moi, réunissent autant d'enjeux prioritaires. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien d'être ici, de contribuer à cette annonce, parce que le rôle d'un député, c'est beaucoup ça. S'assurer que tout le monde ait une place, qui soit heureux, qui ait accès à des services ou qui travaille dans quelque chose qui est valorisant, qui est gratifiant pour elle. Donc, c'est une annonce qu'on n'a pas vu venir, mais c'est une très belle surprise. Est-ce que ça semble être difficile de maintenir une pérennité pour ces genres d'entreprises-là? C'est-à-dire que
comme toute entreprise, il y a des défis. Il y a la concurrence du secteur privé. Il faut payer sa main-d'œuvre correctement. Il faut s'assurer que les services ont un coût compétitif aussi. Puis il faut s'assurer d'avoir des ressources pour bien intégrer les personnes, ce qui n'est pas simple. Ça prend des ressources spécialisées. Donc, c'est un défi de tous les jours. Mais ici, ça fait depuis 1981 que ça existe. Alliance a changé de nom. Il y a eu des alliances avec une entreprise de Québec qui est terminée. C'est des pionniers. C'est des gens qui ont voulu poser des gestes pour les personnes avec des limitations, puis ils se sont dit, il y a tellement de potentiel qu'on va faire en sorte qu'il y ait une véritable entreprise ici à Amqui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est rentable, puis ça fonctionne bien, puis ça fait travailler des gens de chez nous. Puis imaginez l'alliance, c'est le cas de le dire, de cette entreprise-ci à Amqui et de Centrap à Montjoly, c'est près de 300 emplois. Ça en fait une des plus grandes entreprises de notre région, c'est pas rien. Est-ce qu'on devrait voir davantage de ce modèle de développement-là axé vraiment sur l'intégration au marché du travail? Oui. L'économie et le social ensemble, ça marche bien. Des coopératives, c'est la même chose. Dans la Matapédia, on en a plusieurs. Coopératives forestières, des coopératives d'alimentation. C'est un modèle qui fonctionne, donc qui est tourné vers la communauté. Et la Matapédia est renommée pour se doter d'institutions qui la représentent et qui ont un mode de fonctionnement ancré dans la Matapédia. C'est le cas du CEMEC, dont on va fêter le 30e anniversaire bientôt là, dans une grande activité à la Côte-Saumon, mais c'est le cas de beaucoup d'institutions de la Matapédia. Et pour moi, ce qu'on retrouve chez Alliance, je continue d'appeler ça Alliance, là, par habitude, là, je suis député depuis 2012, ici dans Matapédia. Pour moi, c'est exactement le type de modèles qui sont porteurs. Donc, de l'économie, du social, du local, pour moi, c'est un modèle qui fonctionne pour notre région. Et il y a d'autres opportunités qui vont se présenter sur notre territoire, j'en suis convaincu. Et je dirais bien humblement, sans vouloir flatter indûment la TVC, que c'est un peu ça que vous faites aussi. C'est très local, c'est ancré avec des artisans locaux, ça contribue à notre rayonnement et c'est aussi un employeur. Alors, tout ça, moi, ça me rejoint beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Thomas Villeneuve, un étudiant de la polyvalente Armand-Saint-Onge, s'intéresse beaucoup à la politique et va désirer faire une entrevue avec un de nos députés. Donc, nous avons pu lui céduler une entrevue avec Pascal Bérubé. On vous présente ça. Monsieur Bérubé, salutations. Mon nom, c'est Thomas Villeneuve. On pourrait-tu dire stagiaire? Ouais. OK, on pourrait dire, je suis stagiaire pour la TVC. Je m'intéresse beaucoup en politique locale, fait que c'est pour ça que journaliste, c'est une bonne manière de commencer. Puis, je voulais vous poser des questions parce que vous êtes notre député. C'est une bonne chose de poser des questions, étant donné que je vais être dans les... Pas ces élections, mais les prochaines, je vais voter. Fait que je m'intéresse beaucoup à la politique ces temps-ci. Fait que, en premièrement, c'est quoi être un député? Député, d'abord, à l'Assemblée nationale. Donc, il y a les circonscriptions. Il y en a 125 au Québec. Moi, je suis le député de 3 territoires, la Matapédia, la Métis et la Matanie, 45 municipalités. Donc, je suis le représentant à l'Assemblée nationale pour ce qui est du gouvernement du Québec, tout ce qui relève de l'État québécois, l'éducation, la santé, la culture, les transports, bien les enjeux. Député, c'est à la fois le représentant de la population auprès du gouvernement, l'Assemblée nationale. C'est aussi un législateur, c'est quelqu'un qui vote des lois. Et c'est aussi un intermédiaire, c'est-à-dire qu'un député fait le lien entre sa population et l'appareil de l'État. Donc, j'ai des bureaux, j'en ai 3. J'en ai un à Amqui, j'en ai un à Montjoly, j'en ai un à Matane. Essentiellement, je suis un peu à la fois comme un médecin ou un infirmier dans une clinique sans rendez-vous, parfois l'avocat de la population et souvent le porte-parole. Alors, c'est toujours très complexe à décrire, surtout que les plus petits, quand je les rencontre dans les écoles primaires. Alors, je suis un peu de tout ça. Et dans une région comme la nôtre, le député joue énormément de rôles qui viennent pallier au fait qu'il y a moins de services. Alors, les gens viennent à mon bureau, disons-le, pour à peu près tout. N'importe quel sujet qui les intéresse, ils me demandent de l'information, ils veulent que je les aide, ils veulent que je sois présent à leur activité. Donc, je suis, disons, une figure publique, mais qui est d'abord là pour aider le monde.
On va le dire comme ça. C'est comme ça que je conçois mon travail. Fait que vous faites beaucoup de travail. Je croirais que oui, j'ai mis la barre très haute. N'importe qui me suit depuis plusieurs années sait que je compte pas le nombre d'heures. J'en fais énormément, 7 jours sur 7, depuis bientôt 14 ans dans la Matapédia. C'est important de mettre la barre haute parce que les gens de la Matapédia et d'ailleurs sur le territoire méritent ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est comme ça que je conçois mon travail. Et ma plus grande fierté, c'est que des 125 circonscriptions que j'ai évoquées au Québec, je suis le député qui a le plus fort appui de sa population au Québec. Donc, les résultats depuis plusieurs élections, de loin, c'est pour moi, comme député du Parti québécois. Donc, c'est un peu mon bulletin. On peut pas faire l'unanimité. Puis il y a même des gens, je l'ai rencontré tout à l'heure, qui votent pas pour moi, mais il y a énormément de respect. Tout ce qui l'empêche, c'est la formation politique. Donc, ça me fait plaisir. On peut pas faire l'unanimité, mais je pense qu'on a une très bonne moyenne. Chaque citoyen qui vient nous voir à notre bureau d'Amqui, entre autres, sait qu'il va être bien accueilli, qu'on va tout faire pour l'aider. Vous le voyez pas là, à l'écran, mais j'ai un collaborateur qui s'appelle Marc-Olivier Caron, qui est très dévoué. Alors, il est là-bas, là, peut-être là, que vous le connaissez parce qu'il est très présent. Puis moi, comme député, là, aujourd'hui, je suis avec vous, mais je pourrais être aussi à Montjoly, je pourrais être à Matane, je pourrais être à Léméchin, je pourrais être à Sainte-Luce. Le territoire est immense, donc... Est-ce que vous voulez faire d'autres travails avant? Député, c'est pas quelque chose qu'on planifie. Ouais. Quand on a de l'intérêt pour la politique, on se dit, ça peut prendre différentes formes. Ça pourrait être élu, mais ça pourrait être aussi d'être journaliste. Ça pourrait être de travailler pour l'État. Ça pourrait être de travailler pour un élu. Député, moi, c'est arrivé un peu par hasard. J'étais relativement jeune, président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Et le député qui était là à l'époque, qui s'appelle Mathias Rioux, m'a demandé si je voulais lui succéder. C'est à la fois un immense honneur, mais toute une charge de travail. Donc, c'est un pensez-y bien. Je me suis présenté relativement jeune en politique à 28 ans. Mais pour répondre plus précisément à la question, moi, ma formation est en études en éducation, pour être enseignant. Je me destinais là. Et curieusement, quand j'ai terminé ma formation, c'est un élu qui m'a recruté, qui m'a vu là, intervenir, puis il a dit « Moi, je veux absolument que ce jeune-là travaille dans mon équipe. » Et c'était le ministre de l'Éducation de l'époque qui s'appelait, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelait en 2000 François Legault. Je me demande c'est qui. Alors, c'est lui qui m'a recruté en politique. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, François Legault, il a été d'abord mon patron, ensuite un militant comme moi, ensuite mon collègue, député au Parti québécois, puis après un adversaire. Ouais, c'est ça. Mais il y a du respect parce que je suis très reconnaissant qu'il m'a donné ma première chance, mais je suis pas très complaisant avec lui. N'importe qui, encore une fois, qui suit mon action, sait que je n'ai jamais voulu aller travailler dans son parti. Je demeure très critique de son action, mais je suis capable de saluer son engagement politique sur des années et les qualités de l'homme que je sais apprécier. OK. Donc, qu'est-ce que je ferais d'autre? Je sais pas. Mais il y a d'autres professions qui m'intéressent. Mais il serait un peu tard pour que j'aille étudier. Ouais. Par exemple, moi qui n'étais pas tellement quelqu'un d'intéressé par les sciences, la formation et surtout le travail de médecin, plus ça va, plus ça m'intéresse. Les médecins? Oui, le côté relation avec le patient, ça m'intéresse énormément. Je pose beaucoup de questions sur le travail. Puis évidemment, avocat. Avocat, c'est la plaidoirie, entre autres. C'est ce côté-là qui m'aurait intéressé. Plaider là, en cours, là, je pense que j'aurais beaucoup aimé ça aussi. Mais député, ça me convient. C'est pas un plan de carrière. C'est pas vraiment un travail, c'est une fonction. Et moi, je suis heureux là-dedans. Puis d'ailleurs, il y a comme 3 conditions qui devraient guider le fait de se représenter ou pas. La première, est-ce qu'on est toujours motivé? On peut pas juste aller là puis faire les choses à moitié. Alors, moi, je suis toujours aussi motivé chaque jour. Est-ce qu'on a la santé pour le faire? Oui. Touche du bois. Et est-ce que le monde veut qu'on soit là? Parce que nous, on peut penser qu'on devrait être là, mais peut-être que le monde pense que non. Oui, puis dans ce cas-là... J'ai donné la réponse tout à l'heure. Ce qu'on peut vérifier, c'est que l'appui est toujours très important. Prends rien pour acquis. Il y aura une élection cet automne. Mais ces 3 conditions réunies, j'ai envie de continuer, d'autant plus qu'il est possible qu'on change de gouvernement cet automne. Et il est aussi possible que ce soit un gouvernement du Parti québécois. J'ai envie d'y contribuer et j'ai envie que la Matapédia et ma circonscription aient un rôle important dans ce prochain gouvernement. OK. Mettons, mon entrevue sera principalement sur la vitalité de la région, principalement de la vallée. C'est quoi une vitalité pour vous d'une région? D'abord, le premier critère, c'est le bonheur.
Est-ce que les gens sont heureux professionnellement, dans leur vie? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour être heureux, pour gagner leur vie, pour être capable de faire ce qu'ils veulent faire, d'avoir un réseau, d'avoir des services? Donc, ça, c'est la vitalité. C'est pas seulement l'économie. C'est un peu le bonheur national brut. C'est comme ça qu'on voit ça. Évidemment, il y a les indicateurs économiques qui sont toujours préoccupants dans une région comme la Matapédia, les régions qu'on appelle des fois les régions ressources. Moi, j'aime pas cette appellation-là. Disons une région comme la nôtre. Notre population vieillit. Ça veut dire que le pourcentage de personnes plus âgées est plus important, toute proportion gardée, qu'ailleurs. On a des petites localités. Donc, il faut maintenir les services, puis il faut attirer des gens de l'extérieur, il faut être attrayant, notamment l'immigration, et des Québécois qui veulent quitter la ville, par exemple, pour venir ici. Puis il faut avoir, à la fois au plan professionnel, des emplois intéressants et des services intéressants. Des services, ça peut être, par exemple, des infrastructures sportives, ça peut être un cinéma, ça peut être une offre commerciale locale intéressante, un marché public qui nous permet, le jeudi, en fin de journée, d'aller acheter plein de choses localement, rencontrer des artisans locaux, puis de dire, ben moi, je suis dans cet ensemble-là, puis je connais les producteurs, puis moi, c'est une valeur importante pour moi au plan économique, au plan social, puis au plan environnemental, d'avoir des produits locaux. Donc, c'est une multitude de choses, puis c'est de la fierté. La Matapédia, moi, je suis pas un Matapédien d'origine, mais je suis tellement ici souvent que je me considère comme un Matapédien à part entière, ou plus que ça. Très actif. C'est une région qui est faite de beaucoup de fierté parce que c'est une région de mobilisation, de lutte pour à peu près tout. Une radio très militante à l'époque, c'est FVM. Il y a eu même des manifestations au Mont. Ils ont même déjà pris en otage la radio. Saviez-vous ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. La création de coopératives forestières, coopératives d'alimentation. C'est toujours des modèles qui reposent sur une mobilisation du milieu puis à l'image du milieu. Le CEMEC, le Centre de formation collégiale qui fête son 30e anniversaire, c'est né de ça en 1995. Ouais, de Rimouski puis de Matane, je pense. C'est comme deux parents qui ont cet enfant qui est rendu à 30 ans, mais qui est une institution qui permet aux jeunes Matapédiens et Matapédiennes d'avoir une formation préuniversitaire et technique sur place. Ça fait pas une grande institution en termes de nombre d'étudiants, mais c'est drôlement important parce que s'il n'y avait pas ça, les étudiants iraient ailleurs, faire sciences humaines, ils iraient peut-être à Rimouski, peut-être à Québec. Là, on a cette institution, elle est vraiment importante. Moi, j'y tiens beaucoup. Et je la finance à chaque année, la Fondation, mais plus que ça, je contribue à son rayonnement. Donc, la Matapédia, elle est faite de grandes corvées, de mobilisation, de beaucoup de fierté. Et elle a géographiquement une particularité. Elle fait partie de la Gaspésie touristique, mais c'est la seule MRC qui n'a pas un accès au fleuve ou à la baie des Chaleurs. Donc, elle est un peu enclavée. Oui, isolée. Elle est faite beaucoup de lacs et de montagnes et d'une vallée, évidemment. C'est pas pour rien qu'on dit la vallée de la Matapédia. Donc, les lieux de rassemblement et les points géographiques de rassemblement sont différents. Le lac Matapédia en est un. Le lac Saumon en est un. On a de belles rivières, puis on a beaucoup de... Si on demandait, je vais le dire comme ça, si on demandait est-ce que vous êtes des Bas-Laurentiens ou des Gaspésiens, probablement que les gens nous diraient on est des Matapédiens. Oui, c'est ça. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'identité des secteurs que je représente. Et ça serait ça ma réponse. Ouais, les gens ne diraient pas ni Bas-Laurentiens spontanément, parce qu'on est au Bas-Saint-Laurent techniquement, Gaspésiens par la région touristique puis par habitude, mais ils diraient d'abord Matapédiens, puis ça, c'est intéressant comme hypothèse. Je suis assez convaincu que les gens se disent d'abord Matapédien. Oui, habituellement, on dit Matapédien en premier. Oui. Pour continuer sur la vitalité, il y a la carte électorale. Ça, c'est un sujet très important ces temps-ci. Où est-ce que ça, si je comprends bien, Matane-Matapédia s'est étendu un peu plus vers l'est, puis il y a eu des comtés qui se sont fusionnés ensemble? Oui. J'ai préparé un tableau pour une équipe de Radio-Canada qui va me suivre bientôt. Quand j'ai commencé comme député en 2007, j'étais représentant de 2 MRC, puis au total, ça fait 20 municipalités. Donc la Matanie et la Haute-Gaspésie. 20 municipalités, 2 MRC. En 2012, à l'élection, mon comté est disparu. On a pris la Matanie, on l'a mis avec la Matapédia et la Métis. 3 MRC, 45 municipalités. Donc, on passe de 20 à 45 d'un coup. Plus de doublé. Oui, mais c'est pas fini. Avec la nouvelle proposition de carte électorale,
J'ai dit 2 MRC, 20 municipalités, 3 MRC, 45 municipalités. On passerait à 4 MRC, 51 municipalités. Donc, on s'en irait retrouver le territoire de la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, incluant Sainte-Anne-des-Monts. Puis on m'enlèverait 5 municipalités à l'ouest de la Métis, donc Sainte-Luce, Saint-Gabriel, Saint-Donat, Les Hauteurs et Saint-Charles-Garnier. Pour contexte, il y a combien de municipalités au Québec déjà? Un peu plus de 1000. Alors, moi, j'en aurais 51, ce qui est le record. Et ça change peut-être pas grand-chose pour le monde, dans le sens qu'eux, ils veulent avoir accès à leurs députés ou à des services quand ils en ont besoin, mais pour le député, ça fait une différence en termes de Parce qu'il doit distance. représenter plus de choses. Oui, plus de monde, mais c'est à peu tout le près monde. la même population par comté. La différence, c'est que si tu es en ville, ton comté est très petit, c'est facile de voyager. Moi, mon comté actuel, c'est de Sainte-Luce à Les-Méchins, puis je vais jusque dans le haut pays de la Métis, puis jusqu'à Roussilleville. C'est énormément de territoire. Puis pendant, je vais le dire comme mes parents disaient, pendant que tu es dans le chemin, tu fais pas d'autre chose. Alors, moi, ça a un impact sur ma vie parce que j'essaie de tout faire. Je veux pas tout faire, mais je veux être présent, puis c'est énormément de routes. Et ça fait en sorte que je suis un député qui est constamment dans le chemin. L'avantage, c'est que je vis les mêmes réalités que tout le monde. Je suis capable de vous dire où sont les routes à améliorer, où sont les nids de poules. D'ailleurs, ça me sert parce qu'on s'en va au ministère des Transports la semaine prochaine, plaider tronçon par tronçon la programmation routière. Je suis peut-être le seul député au Québec qui fait ça comme ça. On prend la carte, puis on dit, voici les tronçons qu'on a identifiés qui sont à refaire. Et on dit ça au ministère des Transports à chaque année. Puis ça donne des résultats. Jamais parfait, il y en a tout le temps à refaire, mais on est très appliqué là-dessus, mon équipe. On est en train de finir sur le temps. Il reste genre 30 secondes environ. Il y a des élections cet automne. J'assume que vous allez vous représenter. Oui, je serai candidat parce que j'ai réuni les 3 conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Je suis motivé, je suis en santé, je pourrais être en meilleure santé, et je sens un appui. Alors, je pense qu'on va confirmer ça bientôt dans une assemblée d'investiture qui devrait se tenir à Amqui. Je ne veux pas présumer de rien parce que j'ai une organisation qui est présidée par une jeune matapédienne de 20 ans qui s'appelle Renée-Lou Canuel. Oui, je la connais. De Saint-Alexandre-des-Lacs. C'est elle qui est la présidente de tout le Parti québécois du comté. Alors, on mise sur la jeunesse et c'est notre équipe qui va décider du lieu d'investiture et de la date. Mais oui, je serai candidat à nouveau. Et si d'aventure, les Matapédiens et Matapédiennes veulent me faire plaisir, les bons mots qu'ils ont pour moi, ça peut se transposer par un appui. J'aimerais jouer un rôle dans le prochain gouvernement pour représenter la Matapédie à l'Assemblée nationale, non pas dans l'opposition, mais au gouvernement. OK, c'est bon. Merci pour cette entrevue. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, très, très agréable entrevue. Beaucoup de potentiel. Incroyable. Au secondaire, Oui, ça promet pour l'avenir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Une étudiante de la polyvalente Armand-Saint-Onge nommée Maïka Guénard est vraiment beaucoup intéressée par le domaine de la radio. Elle s'est inscrite à l'école de Jonquière pour aller étudier là-bas. Elle n'a toujours pas de réponse, mais elle est quand même très intéressée et elle s'est proposée pour faire une entrevue avec Charles-Antoine Gontier, qui est maintenant aux communications à la ville d'Amqui, mais qui était longtemps aussi animateur de radio pour Rouge FM. Donc, on vous présente une entrevue. C'est un peu un style balado, là. Donc, on vous présente ça. Ton expérience à la radio, genre au début, genre vraiment quand t'as fini l'école, directement après que t'as fini l'école, comment ça s'est passé pour toi? C'est stressant. Puis même, j'ai envie de revenir parce que j'ai commencé à faire de la radio un peu avant vraiment d'avoir fini mon parcours collégial dans une radio régionale à Jonquière, une station CKJ. Fait que c'est là vraiment que j'ai commencé à faire de la radio. Puis je t'avoue que dans les débuts, on pense qu'on est bon. Puis avec du recul, on fait on l'était peut-être pas tant que ça. Puis en même temps, je pense que c'est correct. Je pense que c'est la façon de le faire parce que il y a cette expression en anglais que j'aime bien, là, qui est beaucoup utilisée dans le milieu des arts où on dit « fake it till you make it ». Donc, un peu la traduction de ça, c'est fais semblant. Puis à force de faire semblant, tu vas devenir bon. Tu vas devenir bon, puis ça va devenir ça. Fait que ça a été ça. C'est intimidant et imposant, la radio. Malgré le fait qu'on peut être seul dans notre studio, on sait que
au bout de tout ça, au bout du micro, il y a des gens qui sont à l'écoute, il y a des gens qui sont là. Fait que je te dirais que c'est ça les souvenirs peut-être que j'ai de mes débuts, là. Est-ce que j'ai fait des faux pas? Oui. Est-ce que j'ai bafouillé? Oui. Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais voulu dire autrement? Oui. Tu sais, des fois, ce qui se passe dans la tête versus comment ça sort, c'est pas tout à fait la même chose. Puis, ben, des fois, en tournant une phrase, mon Dieu, la phrase n'a pas le même sens, tu sais. Fait que oui, ça se peut, mais on n'en meurt pas. Puis... C'est les débuts, là, c'est sûr que ça va arriver. Fait que non, j'en garde des bons souvenirs. Avec du recul, je suis content d'avoir pu obtenir cette expérience-là directement sur le terrain parce que, ben, oui, on peut faire de la radio dans son sous-sol, on peut faire de la radio amateur, on peut s'amuser, mais on peut pas se pratiquer... puis c'est la même chose à la télé, on peut pas se pratiquer à faire un film tant qu'on fait pas de film, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est le passage obligatoire, puis il faut le faire. Là, on m'a dit que tu avais fait aussi des stages ici. Comment ça s'est passé? Oui, dans le parcours collégial que j'ai fait, le parcours se termine avec un stage en milieu de travail d'une durée de 5 semaines. C'est le programme d'art et technologie des médias à Jonquière, que j'adore. Donc oui, c'est un stage de 5 semaines en milieu de travail. Ça s'est très bien déroulé. J'ai été bien accompagné avec mon ancien patron, François Lafont, qui a fait de la radio toute sa vie. J'ai eu un bon mentor. J'ai eu des bons mentors collègues aussi, grâce à qui j'ai appris, tu sais, parce que oui, d'apprendre sur les bancs d'école, c'est une chose. D'apprendre sur le marché du travail, c'en est une autre. On réapprend pas tout, mais on apprend, on peaufine, on se précise dans nos connaissances. Fait que voilà. Non, c'est quand même le fun. Puis pourquoi la radio précisément? C'est une très bonne question, ça. Il y a plusieurs personnes qui vont dire dès leur jeune enfance, hey, moi, je faisais comme si j'étais dans la télévision où je présentais les nouvelles, je présentais la météo. J'ai jamais fait ça. Tu sais, c'est souvent un parcours qu'on entend là, des gens qui font de la télé ou de la radio. Puis ça m'était jamais arrivé. Cela dit, j'ai toujours aimé faire de l'animation dans les spectacles d'école. Ça, j'ai toujours fait ça dans mon parcours secondaire. Exact, secondaire en spectacle. Moi, j'y ai participé comme animateur en 2015 au Pan québécois. La finale provinciale était à Rivière-du-Loup cette année-là. Quand même. Fait que, tu sais, je l'ai fait. J'ai toujours aimé ça. De faire rire, d'amuser. Ça, je pense que ça faisait partie de ma personnalité. Donc, quand je suis tombé par hasard, je vais vraiment le dire comme ça, je suis tombé par hasard sur ce programme-là, en fouillant sur Internet, là, avec qu'est-ce que ça pourrait être mon métier si j'aime faire ça, un peu, là, je te dirais. Je suis tombé sur ce programme-là. Puis, d'un coup de tête, j'ai fait « Hey, ça, c'est mon programme. » Je sais pas trop où je m'en vais, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais je sais que c'est ça que j'ai envie de découvrir. Puis quand je suis arrivé à Jonquière, il y a quand même, dans ce deck-là, il y a 3 profils différents. Donc, il y a 3 parcours différents qui mènent à la même diplomation. C'est-à-dire qu'on obtient le même diplôme, qui est le diplôme de communication dans les médias, mais avec 3 volets, donc le volet radio, le volet journalisme, qui est un journalisme plus écrit, et la publicité, donc le marketing, les campagnes de réseaux sociaux, un peu tout ce volet-là. Je savais que le journalisme pouvait m'intéresser. Je savais que j'avais des aptitudes et des connaissances dans le domaine de la publicité, puis j'avais peut-être le profil pour ce volet-là. Mais il y a le volet de communication orale qui, moi, me parlait beaucoup de peaufiner son français, de peaufiner son français écrit aussi, mais oral, dans les prononciations. Est-ce qu'on prononce le mot de la bonne façon? Est-ce que c'est un agenda ou est-ce que c'est un agenda? Parce que ça s'écrit plus agenda. Ouais. Mais si on regarde l'alphabet phonétique, puis on apprend à lire dans le dictionnaire correctement, ben on sait que c'est un agenda. Fait que on apprend à travailler avec les bons outils. Fait que ça me parlait beaucoup. Puis, ce que j'ai découvert par la suite, je te dirais que c'est pas vraiment au moment de prendre ma décision, là, c'est au fil du temps, j'ai découvert que la radio, c'est un beau médium pour connecter avec les gens. Puis c'est ce qui a fait que j'ai tant aimé travailler à la radio, parce que je n'y suis plus aujourd'hui. Ça a été de connecter avec les gens, de pouvoir interagir rapidement avec les gens. On regarde la télévision,
mis à part les émissions en direct, c'est un format où c'est préenregistré. C'est une émission qui va être enregistrée. T'as tout ce qui est écrit devant toi, t'as juste à rester. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Puis il n'y a pas de connexion instantanée avec l'auditoire. À part, bon, tu sais, on peut prendre Star Academy, là, les gens peuvent voter en direct, mais tu sais, au-delà de ça, il n'y a pas tant d'interaction. Le journalisme écrit, c'est la même chose. Hein. C'est un papier qui est écrit une semaine à l'avance, qui va être publié plus tard, tu sais. Alors qu'à la radio, ben, on est dans le quotidien des gens. Les gens font partie de notre quotidien aussi. Je te donne un exemple. Il y a un segment de radio qui est toujours à la même heure. Disons que le segment est à 7h40. Mais les gens savent qu'à 7h40, dans leur routine du matin, ils sont pas mal rendus là. À 7h40, les enfants, normalement, ont fini de déjeuner, là, puis on est en train de se préparer à s'habiller. À 7h40, je suis supposé être dans ma voiture, puis je suis supposé être rendu à tel village parce que le matin, l'humain, il est routinier. On se lève à la même heure, on fait les choses dans le même ordre, on se prépare, on s'en va au travail. Fait que la radio accompagne ce quotidien-là. Fait qu'une émission de radio, c'est au quart de tour, là, ou presque. Fait que on entre vraiment dans le quotidien, puis c'est ce que j'ai aimé de ça, de pouvoir connecter avec les gens. Puis après ça, en dehors des ondes, de « OK, c'est toi, Maïka, bonjour, on se parle le matin par texto, on voit tes commentaires sur Facebook, mais on s'est jamais vu, c'est le fun de se voir. » J'en ai plusieurs des exemples comme ça, on crée des connexions avec les gens qui sont à l'écoute. Ouais, ça, c'est le fun. C'est bon, pour ça, je pense que j'ai pogné cet intérêt-là. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes sur tes profs? Ou peut-être des élèves que tu as eus à Jonquière, genre que tu aimais ou que tu n'aimais pas, tu sais? J'ai-tu des... oui, ben, entre autres, je me souviens, dans nos studios de radio, ça a beaucoup changé depuis, je sais, là, mais dans les studios de radio, il y avait plein de petites cabines parce que, ben, sur une cohorte de 20, 30 étudiants, s'il y a un seul studio de radio, ben, on rentrera pas 30 puis on fera pas 30 de la radio en même temps, là, c'est évident. Donc, il y avait ce qu'on appelle les petites cabines de radio qui sont pas des studios de mise en onde comme dans des stations professionnelles, mais qui sont juste des petits locaux d'enregistrement, assez plus petits, là, avec l'équipement nécessaire pour faire de l'enregistrement. Donc, avec un micro, avec une console, un ordinateur. Mais pour réaliser certains enregistrements, mais c'est nécessaire d'avoir des cabines plus fermées, là, plus acoustiques. Fait que c'est de l'équipement quand même professionnel. Fait que ça prend une cabine plus renfermée où il n'y a aucun son qui va rentrer à travers la porte, puis tout ça. Et il y avait une seule cabine comme ça. Et tous les petites cabines pouvaient se connecter à cette cabine-là. Fait que fallait quand même faire attention à ce qu'on pouvait dire. Dans cette petite cabine qui avait l'air si insonorisée et si impénétrable, ben, il fallait quand même pas oublier que pour un micro, il y a une trentaine d'étudiants qui pouvaient s'y connecter. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Je te le mentionne si jamais tu vas dans ce programme-là. Il faut y faire attention. Puis l'autre chose aussi, ça fait des fois que... comme on est plusieurs à se connecter, le volume n'est pas toujours au même niveau. Fait que ça m'est déjà arrivé de parler normalement, mais que le volume, finalement, dans la cabine était super élevé. Fait que finalement, tu fais un saut... c'est toutes des choses qui peuvent se produire, mais qui sont drôles, tu sais. Ah, quand même. Puis, quand que t'es parti pour justement aller à Jonquière, est-ce que c'était difficile? C'est quoi les étapes que tu as dû faire à propos de ça? Oui. En fait, c'était déstabilisant de partir si loin de la maison. Tu sais, entre Amkoui et Jonquière, il y a quand même 6 heures. 6h30, oui, 7 heures, c'est ça. Fait que c'est loin. On sait qu'on revient pas à chaque fin de semaine. J'avais pas de voiture en plus quand j'ai commencé ça tombe bien, moi aussi. mon parcours. Mais je suis parti en me disant que je savais que je prenais la bonne décision, que je savais que c'était ça que je voulais faire. Ça a été la première des choses. La deuxième des choses, je savais que j'allais retrouver 2 personnes que je connaissais déjà, dont Alison, qui a mon âge, avec qui j'ai fait mon secondaire 5, et qui était déjà là. Elle avait, tout de suite après le secondaire, elle est partie pour Jonquière, alors que moi, j'ai fait un an de cégep ici à Amkoui avant de partir. Fait que même si on avait le même âge, dans notre programme collégial, on avait une année de différence. Fait que je savais que j'avais minimalement ce repère-là qui était elle, qui était dans le même programme, en radio elle aussi. Fait que je savais qu'au moins j'avais... T'étais pas tout seul. Exact. J'avais ce point de repère-là qui pouvait me rassurer. Et j'avais un ami aussi qui, lui, partait pour Jonquière, qui faisait pas exactement le même programme que moi, mais qui s'en allait là. Fait que je savais que j'allais avoir... Un peu de connexion. T'es pas vraiment tout seul. C'est en plein ça.
Mais au-delà de ça, mis à part ça, ben, j'avais pas de cours avec eux parce qu'Alison étant plus vieille, mon ami Kevin n'étant pas dans le même programme. Ça reste que ça, c'est sauter dans le vide. Et ce que j'ai constaté une fois arrivé sur place, c'est que ma réalité, c'est la même réalité pour tout le monde. Tous les étudiants qui sont là, je dirais pas tout, mais la très grande majorité sont des étudiants qui viennent de l'extérieur. La proportion de gens qui viennent du Saguenay, de Jonquière, de Chicoutimi, d'Alma, et les petites, pour une cohorte de 30, il était peut-être 5, 6, 7. Fait que la majorité, c'est des gens qui viennent de l'extérieur parce que le programme, il est unique au Québec. Fait que c'est sûr que les gens se rassemblent à Jonquière pour obtenir cette formation-là. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai fait « OK, mais tout le monde est dans le même bateau que moi. » soyons stressés tous ensemble ou parlons de ce qu'on vit ensemble, puis au final, ça va faire des belles échanges. Fait que ça a été assez rapide. Je dirais la première semaine où il est stressant, puis après ça, après ça, tu commences à mettre tes habitudes, tu rencontres des nouvelles personnes, ouais. Tout. Non, c'est quand même le fun. Tout le monde est là sans amis, tout le monde est là dans un milieu qu'il connaît pas, fait que rapidement, on a tous envie de faire des connexions. Ah, c'est le fun. Puis les cours pour toi, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que si tu avais une job à côté, est-ce que c'était difficile avec les cours? Non. Je te dirais que j'ai eu la chance d'avoir fait une année de cégep avant, ce qui fait que j'ai eu peut-être des cours de moins dans mon programme. Je pense que ça a aidé. Mais après ça, il y a des emplois qui sont vraiment le fun. Au Saguenay, tout type d'emploi est possible. J'ai travaillé, entre autres, à titre d'agent de promotion pour les stations de radio au Saguenay. Donc, la fin de semaine, je partais avec la station de radio pour donner des cadeaux, faire un peu d'animation. Fait que ça j'ai fait ça. J'ai été agent de promotion aussi pour une compagnie privée qui faisait la promotion de nouveaux produits. Je te donne un exemple. Je faisais des dégustations de produits alcoolisés dans des dépanneurs pour faire goûter les nouveaux produits qui viennent de sortir. Des fromages, j'ai fait ça aussi. Fait que j'ai cherché des emplois qui ressemblaient à ce que je souhaitais faire dans mon avenir aussi, c'est-à-dire d'être en contact avec les gens puis de parler. C'était pas mal ça. C'est quand même le fun. Tu as quand même eu beaucoup d'expérience malgré le fait que tu étais très loin de ta famille, de tes repères. Ouais. Mais parlons un peu du pan québécois. Oui. Tu me parlais aussi que tu as fait ça en tant qu'animateur. C'est quoi ton ressenti quand tu as commencé à faire ça? Comme animateur, quand j'ai participé, je trouvais que c'était plus grand que nature. C'était impressionnant, le pan québécois, parce que le programme de secondaire en spectacle, moi, je le trouve formidable. C'est de déjeuner des jeunes puis les pousser à embarquer sur la scène. Il y a une adrénaline quand on embarque sur scène. De découvrir ça à un jeune âge, je trouve que c'est super pertinent. De l'avoir fait puis d'avoir remporté la finale locale, la finale régionale, puis après ça, de se rendre à la finale provinciale, qui est le pan québécois de secondaire en spectacle, où là, il n'y a plus rien à gagner. C'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun. Fait que c'est ça qui est le fun. On le vit une dernière fois, sans pression. On le vit une dernière fois pour avoir du plaisir. Puis l'année où moi j'ai participé, on était jumelés avec la délégation de Montréal. Je sais plus, je pense que ça a changé. Là. Il y a quand même des nouveaux projets pilotes avec secondaire en spectacle, là, mais à l'époque, on était vraiment jumelés 2 équipes, 2 délégations pour embarquer sur scène. L'année passée, on était aussi avec Montréal, je pense. Bon. Même là, je suis pas sûre. J'étais haute. Je les aidais vu que c'est pas mal à Amqui que ça s'est passé. Oui. Mais je me rappelle plus trop. C'était vraiment trop le fun. Je m'amusais beaucoup plus avec les élèves que faire attention à quelle délégation elle avait qui. Là. Fait que c'est ça. Ça a été de belles rencontres. On a été formés par je veux dire formé par un formateur, là, mais formé par un formateur de Rimouski, un gars d'impro. Je me souviens de lui, c'est en 2015, là, ça fait plus de 10 ans, mais Niels, je me souviens de lui. Ça a été vraiment une belle journée de formation où là, on s'est amusé à OK, vous êtes arrivé l'Est du Québec avec vos... non, c'est le Bas-Saint-Laurent. Avec vos animations. Montréal arrive avec ses animations. Comment on est capable d'intégrer des petits bouts de chacun pour faire des animations de groupe maintenant? Est-ce qu'on est capable de reprendre une idée puis de les faire correspondre ensemble? Ça a été ça le défi, de le faire avec des gens que tu connais pas, tu n'as jamais vu de ta vie. Ça risque que c'est un peu intimidant déjà, tu arrives avec ton matériel. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pas drôle? Comment les autres ils vont trouver ça? Mon Dieu,
Montréal, ils ont de l'air bons, en plus, ils sont drôles, ils doivent faire ça pas mal plus souvent que nous autres, tu sais, ils doivent avoir des cours, puis tout, nous autres, on n'a pas ça. Mais au final, l'expérience, elle est belle parce qu'on apprend de ça. Fait que j'en retiens de bons souvenirs. Wow, c'est le fun, tout ça. C'est quand même le fun de parler avec les gens, de communiquer, tu sais, de pas être renfermé sur soi-même. Tu sais, il y a beaucoup de belles affaires que tu peux apprendre avec les autres. C'est surtout ça qu'on a remarqué au Pan québécois l'année passée. Les animations, justement, quand on a regardé, c'est qu'il y avait plusieurs équipes qui sont mélangées ensemble. Mm-hmm. Puis ils ont vraiment créé ça sur le tas. Puis la gang que j'ai écoutée, eux autres, ils ont fait une animation sur la mairesse. C'était tellement drôle. Mais genre, on disait comme genre, c'était elle la plus forte, puis tout, homme des cavernes, puis... C'est ça. C'était le fun à regarder quand même, puis je trouve ça fun parce que quand le maître de cérémonie arrive sur scène, puis prononce le numéro qui va, toute la délégation de ce numéro-là, ils crient, fêtent, parce que, tu sais, justement, c'est de leur gang. On va continuer après ça. Une forte énergie, le Pan québécois de ce grand spectacle. Oui, c'est magique, le Pan québécois. Là. Je comprends pas vraiment comment les personnes peuvent trouver ça pas le fun y aller. C'est toute la joie, la communication, puis vraiment, c'est comme une expérience à vivre. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Puis, pendant les cours, là, est-ce que tu avais certains cours que tu as aimés plus que d'autres? Le premier qui me vient en tête, là, c'est le cours plus technique de la formation. Puis je te nomme celui-là parce que je sais que pour plusieurs, c'est le cours le moins le fun. Mais je me souviens que moi, peut-être parce que j'avais une aisance, une facilité, mais j'ai vraiment aimé ce cours-là parce que c'est des notions desquelles je me sers encore aujourd'hui. Tu sais, pour installer un système de son, bon, OK, il y a une petite console, mais là, il faut que tu rentres un micro dans ta console pour être capable de parler. Il faut que le son ressorte, donc tu branches des caisses de son. Tu sais, ça risque que c'est de base. Je m'en sers aujourd'hui dans mon travail pour installer des systèmes de son vraiment de base, mais c'était beaucoup plus poussé ce qu'on voyait dans notre formation collégiale. Fait que ça, parce que je pense que j'avais cette facilité-là, puis au final, j'aidais de mes camarades de classe, mais celui-là. Puis c'est sûr que si on regarde la dernière session du programme, c'est sûr que c'est celle-là la plus belle, parce que au cégep, on reçoit un horaire qui dit, bon, t'as un cours de 10h à midi, puis t'as un cours de 1h à 2h, un cours de 2h à 4h. C'est une journée comme ça. Tu peux avoir pas de cours le mardi matin. Dans ma dernière session, malgré que le cégep fasse un horaire de ce type-là, ben, les enseignants déchirent l'horaire en disant « ça sera pas ça votre horaire pour la session ». Vous allez faire comme si vous étiez dans un milieu de travail. Vous allez faire comme si vous opériez une réelle station de radio. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, samedi le 7 mars à 14h, ce sera la pièce de théâtre jeunesse Équipage recherché qui sera présentée. Mercredi le 11 mars, Arnaud Soli vient présenter son spectacle Bon Jus. Dimanche le 8 mars, ce sera la sortie familiale du mois qui sera de la pêche sur glace dans le cadre du tournoi de pêche sur glace de Valbriand. Il y aura la cédrière, des activités bricolage, des collations et bingo cadeau. Il y aura aussi de la tire sur neige à la marina ainsi que l'initiation à la pêche sur glace et plusieurs autres activités. Le tout est offert gratuitement. Du côté maintenant de la microbrasserie La Captive, le 13 mars, il y aura l'humoriste Mike Patterson qui vient présenter son spectacle. Le 14 mars, le club de curling de la Vallée vous invite à essayer gratuitement le curling lors d'un spécial porte ouverte entre 10h et midi pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il faut réserver par courriel au curlingvalley@gmail.com. La soirée de lancement de l'Aquaneige 2026 aura lieu le 14 mars à 18h30 avec au programme Souper fondu humoriste présenté par Aham Kui ainsi qu'un encan silencieux et DJ. Maintenant, du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 6 au 12 mars, le film Sauteur ainsi que le film Young Blood, Hockey dans le sang prennent l'affiche. Et c'est la dernière semaine pour les films Goat et Crime 101. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire au journaliste@tvcmatapédia.com.
Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission d'Info.tvc. N'oubliez pas ce dimanche de jouer au Télébingo à 12h30 sur nos ondes. Donc, on se revoit la semaine prochaine.